Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 57 des Dessous du Troll. 57 déjà, tristesse. Et donc encore une fois on va supporter autour de ce canapé Charles. Salut. Bonjour. Vincent. Yo. Et pourquoi t'as dit tristesse, franchement? Bah 57 avoir vos tronches, merci quoi. Arnaud. Ah, tu sais que c'est un nombre premier? Salut. Et Alexandre. Salut à tous. Voilà, on n'a pas fini le tour de canapé que moi, Jocelyn, suis déjà en train de taper ma déprime. Heureusement qu'on a viré les deux autres. Donc, nous allons donc, avant de passer au vif du sujet, remercier nos partenaires, en particulier Bad Geek qui nous diffuse et Exli qui nous diffusera quand ils seront lancés. La carte chance qui nous fournit moult jeux à tester. Qu'est-ce qu'on en a de la chance? On a des jeux à la carte. J'en peux plus. Sortez-moi de là. Et donc, au-delà de la dépression des chats qui vomissent est une équipe de gros trolls, nous avons aussi des sites web, enfin un site web en particulier, lesdessoudsdutroll.fr. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, 5 étoiles tout ça, Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion, qu'est-ce que j'ai oublié? Le site éponyme. Je l'ai dit en premier. Merci de m'avoir écouté. Voilà, aussi sur poly.fr qui est le label sous lequel on fait nos bêtises. Et c'est déjà pas mal. Hein. Donc on va peut-être pouvoir passer à l'épisode. Ouais, ça maintenant. suffit quand même. Ça suffit. Hein. Stop la pub. Vos adblocks vont bloquer les podcasts sinon. Donc pour ce numéro 57, on va commencer par une petite rubrique asso boutique pardon. Oui, boutique. Par Alexandre. Ce sera Magic Bazar, c'est ça? Double boutique. Double boutique. Ouais. C'est Magic Bazar, c'est quoi d'autre? Annecy et Paris. D'accord, ok, oui, c'est les mêmes quoi. Gros troll quoi. On porte bien notre nom. On enchaînera sur 3 critiques avec Charles qui nous parlera de Stone Age, Alex, encore toi, c'est pas possible, qui nous parlera de Rumble in the House et Rumble in the Dungeon, et de Arnaud qui terminera sur du Dune. Ouais. Voilà. Parce que t'aimes les jeux gros, fat et vieux. D'une part, c'est gros et fat. Dune revient. Ouais, gros et fat, parce que on parle pas tous anglais et français. Donc... Bref, donc on commence par Alex qui va nous parler de boutique. Voilà, alors on parle souvent de boutiques parisiennes lyonnaises. Là, on va parler des deux à la fois, Lyon, mais ce sera la Magic Bazar. Magic Bazar, c'est la Mecque si vous voulez des cartes Magic. Est-ce qu'on doit y faire un pèlerinage une fois par an? À Annecy, oui. Ça s'appelle le Bazar of Moxen. Voilà. D'accord. Et tu viens de me spoiler. Qu'est-ce qui fait que c'est bien connu ces boutiques-là? C'est tout simplement que c'est les organisateurs du plus gros tournoi Eternal vintage principalement européen qui s'appelle le Bazar of Moxen. Au départ, c'était une fois par an à Annecy. Vintage européen, quoi? C'est ceux qui jouent à Magic qui comprendront. D'accord. Okay. Voilà. Et donc c'est le Bazar of Moxen sur 4 jours à Annecy au départ et maintenant c'est tous les 6 mois entre Annecy et Paris. Des énormes tournois où vous pouvez sortir votre P9. C'est pas souvent qu'on peut faire ça. P9. Oui, P9 c'est Black Lotus, Mox, Time Twister et ainsi de suite. Si tu veux, à Annecy, il y a aussi une convention vintage de Volkswagen. Ils ont en même temps, tu crois? Ils ont des noms bizarres. Donc voilà, ils sont une boutique avec un stock assez impressionnant, très apprécié par les joueurs. Ils font aussi du jeu de société. Voilà, donc autant y aller un peu. La boutique c'est Annecy et Paris. Paris est toute nouvelle. C'est un nouveau game center sur Paris, assez agréable. Pour donner un ordre d'idée, ils font sans souci des AP à 76. Des AP à 76, arrête de parler en chinois. Des avant-premières à 76 D'accord. joueurs. Okay. Voilà. Toutes les informations sur leur super site web, sachant que maintenant ils ont vraiment la part de créateurs d'événements. Parce que Bazar of Moxen ça marche très très bien. Ils ont été les organisateurs du dernier Grand Prix Paris Magic.
en Legacy forcément. Le Ça Magic s'est des bien Formule 1. passé. Ça s'est bien passé. Donc ça va continuer. Des grandes chances avec eux. Donc c'était le tour de ça. Mais encore une fois, si c'est très orienté Magic, il n'y a pas de soirée de jeu société vraiment poussée. Là, c'est vraiment poussé sur Magic. Magique. C'est magique. Ça explique pourquoi tu es le seul à comprendre ce que tu dis. C'est une boutique à Annecy, moi. Voilà. Annecy, Ouais. il y a aussi Paris. C'est très récent, Anne, Paris. C'est en fait, comme il t'a dit, les meilleures cartes, c'est les cartes les plus vintage, c'est celles que tu as fait vieillir en fût de chêne pendant 10 ans. Donc on va attendre que cette boutique prenne un petit peu Alors, plus de... On va vous révéler un truc sur les coulisses des Dessous du Troll. Les épisodes impairs comme le 57 sont enregistrés dans la foulée des numéros pairs, ce qui explique une certaine fatigue de l'équipe et un niveau de blague pas forcément super élevé. Mais on va pouvoir continuer à critiquer des jeux, principalement. Oui, donc là c'est Charles qui, enfin c'est tout le groupe en fait qui va parler de Stone Age, mais Oui. c'est lead par Charles. Vas-y, C'est reprends un vrai, peu les parce rênes là, qu'on- parce parce qu'on qu'on y s'en sort a, plus. on y a tous un peu joué, sauf toi Arnaud. Enfin, il me semble. Je vais me taire, ok. Ouais. Nous on était tous en train de jouer comme des fous, toi tu. Ouais. Non mais merci l'ambiance. Donc on va parler de Stone Age, l'âge de pierre en français. Donc c'est un jeu qu'on a testé dans les conditions de Board Game Arena. Oui. Et, Complètement le packaging. et qu'on a joué plusieurs parties de 2, de 4 joueurs et moi-même d'autres parties après. Donc voilà. Alors c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, qui est sorti en 2008 de la boîte Asmodée. Le prix de base c'est environ 40 €. Et le temps de base, je dirais 30 minutes plus 15 minutes par joueur supplémentaire. Environ. Vraiment à la louche. Je joue tout seul pendant 30 minutes, s'il n'y a pas de joueur. Non, ouais, du coup. Non, c'est quoi je ces parlais blagues 30 minutes pour 2 joueurs plus 15 minutes par joueur en plus. Donc voilà. C'est triste. Il faut savoir il faut savoir qu'il y a une extension qui est sortie à ce jeu-là. On va critiquer juste le jeu de base. Parce que c'est juste au jeu de base qu'on a joué. Alors, déjà, on va passer rapidement sur le packaging qui est vraiment sympathique, je trouve. Enfin, plateau, plus pion, beaucoup de manipulation. Ça a l'air cool, quoi. On l'a pas vu, on l'a pas manipulé directement parce que sur le Non, board mais game, bon, tu t'en fais facilement un avis, quoi. On va passer directement aux mécaniques du jeu. Alors là, ça va être un jeu, les mécaniques, alors je sais pas si ça va parler à beaucoup de gens, mais c'est un peu comme Caius. On va placer des jetons à tour de rôle, et on va les révéler à tour de rôle aussi, mais tous en même temps. Enfin, tous les pions en même temps. Ça, tu veux dire des meeples? Des meeples, si tu préfères. Du coup, les les techniciens, ils vont se pions, calmer, là. on va les placer à plusieurs zones qui sont dans le village, des zones de récolte ou des zones pour faire des achats, on va dire, grossièrement. Donc je vais commencer à vous décrire ce qui se passe, les actions du village. En fait, j'ai pas compris quand tu dis on va commencer à poser des pions cachés. Non, pas cachés, Ok. visibles, sur un plateau. Sur un plateau commun d'ailleurs. Oui, c'est des petits personnages en fait. Voilà, c'est des meeples. Du coup, c'est comme des paysans si tu veux. On les place. On va par exemple sur le village, il y a 3 emplacements. Il y a la hutte qui permet de faire des enfants. Parce que si t'as pas la hutte appropriée pour faire des enfants, ça marche pas. Hein. Ça te coûte 2 pions d'ailleurs, bizarrement. Ça coûte 2 pions, bizarrement. Et ça en rapporte 3. On a la cabane à outils qui vous permet d'augmenter votre niveau d'outillage. Alors le niveau d'outillage vous permet d'augmenter d'1 point votre récolte. Enfin, ça dépend du niveau en fait. Vous aurez des outils. Oui, ça permet d'augmenter la récolte, on détaillera peut-être après. Oui, voilà, ça permet d'augmenter la récolte, t'as raison. Et vous avez les champs qui vous permettent de nourrir vos paysans. Très important. Très important. Nourrir. Ouais, hein, attends, c'est quelque chose. Euh, C'est fameux, espèce de dictateur. Ces trois bâtiments dans le village sont très prisés. Il n'existe pas un tour où, vraiment très peu de tours où on joue pas à fond dans le village. Alors, ils se font prendre d'assaut. Est-ce qu'il y a un concept d'exclusivité? Est-ce qu'un joueur, par exemple, Si. peut utiliser la hutte et ensuite Oui. un autre joueur voit la porte fermée? Voilà, c'est ça. Non, mais en fait, c'est complètement ça. C'est ça, t'as un emplacement sur la cabane à outils, 2 sur la hutte qui sont utilisés en même temps par le même joueur, Voilà. et 1 sur les champs là, pour augmenter le niveau d'agriculture. Et tu poses ton plan dessus, c'est à toi, pour le tour. Voilà. Du coup, on verra par la suite qu'il y a beaucoup d'interactivité
par rapport à ça. Hein. Il y a beaucoup de blocages et tout ça. On a la récolte. Donc la récolte, on peut récolter de la nourriture, du bois, de l'argile, de la pierre et de l'or. Ça se fait sur le même principe. On envoie des paysans de 1 à n'importe quel nombre pour la nourriture et 7 pour les autres. Sur des cases. Du coup, ces paysans vont être convertis en dés, si j'ose dire. Et on va lancer plusieurs dés, donc un ou plusieurs dés, correspondant au nombre de vos paysans. Le truc, c'est que la nourriture, on en récolte beaucoup plus facilement que de l'or, par exemple. Donc du coup, il y a une espèce de table de conversion très facile à manipuler. Hein. C'est juste que la nourriture, c'est 2, le bois, c'est 3, l'argile, c'est 4, et ainsi de suite. C'est le seuil à atteindre pour avoir une réussite au dé. Exactement. C'est-à-dire que... Non, pas de réussite. On parle pas de réussite, on parle de total OD divisé par ça. Donc par exemple, pour la nourriture, on a fait 17. On divise par 2. Et du coup, ça nous fait 8 nourritures. Parce qu'on divise à l'inférieur, évidemment. Voilà. Et à cela, on avait dit qu'il y avait des outils qui vous permettent d'augmenter d'un point si on utilise un outil. Et le niveau d'outils, alors ça se passe sur 3 couches difficiles de vous... Disons que vous avez 3 outils de niveau 1 au début, de niveau 2 par la suite et de niveau 3. Mais ils sont tous... Enfin, tu peux pas augmenter un outil au niveau 4 sans que les 2 autres soient au niveau 3. Voilà. Et ça vous permet de faire des ajustements qui vous permettent de pas perdre bêtement... par exemple, si vous avez fait 5 sur un or, alors qu'il faut faire 6, vous rajoutez un petit 1 et vous avez votre lingot d'or. Voilà. Donc ça, c'était pour les ressources. Je pense que vous n'avez pas d'autre chose à ajouter. Enfin, si, on peut être plusieurs sur l'emplacement. Alors, ça dépend de la règle si on est à 2 ou 3 ou 4 joueurs. 2 ou 3 joueurs, on peut pas être plusieurs sur l'emplacement, il me semble. Et à 4, c'est sûr qu'on peut être plusieurs sur l'emplacement, mais comme je vous l'ai dit, l'emplacement de bois, d'argile, de pierre et d'or sont limités à 7 de toute façon. 7 bonhommes. Sur l'or, tu divises par combien déjà Par 6. Ouais, donc si. T'as intérêt de bien remplir quoi, parce que diviser par Alors, 2, oui, là, si oui. t'as 3 d'un côté, Ouais, 4 ouais. de l'autre. Non, l'or, oui, faut Ils n'ont pas remplir gagné comme beaucoup un d'or, les lieu petits d'or. gars. Voilà pour les ressources. Et maintenant, alors, il faut savoir également qu'à chaque tour, à chaque fois qu'on récupère tous nos pions, on doit les nourrir. Donc à chaque fin de tour, on doit tous les nourrir. Donc si on a 5 pions, il faut dépenser 5 de nourriture et ainsi de suite. On commence avec 5 de nourriture moins ton niveau Moins d'agriculture. le niveau d'agriculture, D'où donc le les champs. des champs. D'où l'intérêt des champs, effectivement. Ça, c'est du permanent. Si on n'arrive pas à nourrir nos gens, eh ben on vend des ressources contre de la nourriture. Donc n'importe quelle ressource contre n'importe quelle nourriture. Enfin, contre un de nourriture. 1 pour 1, ouais. 1 pour 1. Du coup, quand il vous reste plus que de l'or ou de la pierre, des trucs que vous avez vraiment lutté pour récolter, vous avez un peu le seum. En fait, t'as le choix Alors, quand même. Hein. d'un côté, j'en ai qui parlent technique, je comprends rien. Toi, c'est quoi, le quoi? Le seum. T'es en chien, quoi. Ouais. T'es un chien. D'accord, ouais. Mais en On fait, peut avoir un niveau moyen, t'as cohérent le choix de aussi vocabulaire. de pas casser de l'or et de dépenser 10 points de victoire. 10 par... Non, c'est par le fait de pas les nourrir, c'est 10 points de victoire. Ah ouais, au total, Voilà. d'accord. D'accord. Ça va. Le fait de ne pas les Vu que nourrir. j'ai eu pas mal de fois ce genre de truc, Ah oui, je d'accord. le sais. Tu sais maintenant. D'accord. Le fait de pas nourrir tes gens, c'est 10 points de victoire. C'est bon à savoir. Oui. C'est peut-être plus rentable quand t'as 9 personnes de pas les nourrir plutôt que de tout craquer, quoi. Bon, ça, bof. Point de victoire par tour. Hein. Non, mais une fois, je veux dire. Juste une question. Actuellement. Vous commencez avec combien de paysans? 2 paysans, 5. 5. Ok. Et on peut aller jusqu'à 10. Maintenant, on va rigoler, on va parler des bâtiments et des cartes civilisation qui sont ce que j'appelle des achats, hein, tout simplement. Vous dépensez des ressources. Alors, on va parler des bâtiments pour commencer. On va dépenser des ressources qui sont indiquées sur la carte pour gagner des points de victoire, tout simplement. Par exemple,
un de bois et 2 d'argile pour. Parce que moi j'ai pas tout compris tout de suite ça au début. Les bâtiments, c'est parce que ça s'appelle des bâtiments, que c'est des constructions que vous mettez avec le village, avec les autres bâtiments qui sont utilisables en jeu, quoi. Parce qu'il y a la cabane à outils, Oui. la hutte, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est juste des Oui. achats que vous faites, vous mettez dans un coin, vous les revoyez. Oui, plus oui, jamais. t'as- C'est juste t'as de la raison de construction de préciser. deck avec des points de victoire. Ouais, Non, c'est pas un deck, tu t'en sers quelque part à un moment, mais. Non, là, c'est des points de victoire à c'est des acheter, points de victoire, voilà. Ça correspond aux cartes bleues de Seven Wonders, si vous voulez. On fera un peu une comparaison avec Seven Wonders, je trouve ça intéressant. Il y a des mécaniques qui se ressemblent. Ensuite, on a alors ces bâtiments, alors je vous ai dit, soit c'est indiqué clairement, par exemple 2 d'argile, 1 de bois pour récupérer 13 points de victoire, soit c'est indiqué avec des espèces de jokers, enfin je sais pas trop comment vous dire. Donc par exemple, il faut que vous donnez 5 ressources de 2 types différents, et elles valent tous le nombre que je vous avais dit pour diviser là, par rapport à la récolte. Ça a une double utilité, c'est aussi leur valeur dans ce cas-là. Donc par exemple vous mettez 2 d'or et 3 de pierre, qui va vous faire 3 x 5 pour la pierre et 2 x 6 pour l'or. Voilà, donc ça fait 27. Donc ça c'est, voilà, vous avez des coûts assez spéciaux, et par rapport à ça il y a pas grand chose, quoi. C'est juste vraiment des points de victoire achetés, quoi. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des points immédiats. C'est pas ça qui va donner des combos et des points supplémentaires. Bah c'est surtout, ouais, c'est des points immédiats. C'est vrai qu'il y a une, c'est-à-dire qu'on peut penser que quelqu'un s'en sort bien parce qu'il a plein de points immédiats, alors qu'il y a beaucoup plus de points qui se récupèrent à la fin d'une partie que de points qui se récupèrent en cours. Après, oui, il y a des cartes qui se basent sur le nombre de bâtiments que tu as acheté pour. Oui. Voilà. Alors Donc, en fait, c'est un peu comme dans Seven Wonders, justement, Ouais. où tu vas choisir une stratégie et tu vas attaquer là-dessus, quoi. Bah justement, pas nous des cartes. maintenant, oui, les cartes civilisation qui sont très intéressantes. Vous en avez, alors, en fait, elles ont tous un double effet, un effet immédiat et un effet en fin de partie. Alors, on va parler des effets en fin de partie. Non, immédiat, ouais. On va parler des effets immédiats parce que c'est simple finalement. C'est soit vous récoltez des ressources avec 2 dés, soit vous récoltez des ressources immédiatement, par exemple un lingot d'or, voilà, quand vous l'achetez. Soit vous récoltez C'est bien, ça t'appelle la chasse. de la bouffe, oui, tout à fait. Non, mais en plus, t'en as des pas mal en bouffe. Soit vous récoltez aussi des niveaux d'agriculture ou d'outillage. Voilà. Ou alors d'outillage éphémère, c'est-à-dire un outil à +3 que tu utilises qu'une seule fois. Il y a aussi la matière où en fait tu lances plein de dés et ensuite tu Oui. prenais n'importe quelle ressource et Chaque tous les autres. joueur, voilà. Et tous les Ah oui, c'est celui-là, c'est le spécial. C'est celui qui joue à plusieurs. Vous lancez autant de dés que de joueurs. Et à chaque dé correspond à une ressource. Et vous allez choisir. Alors dans les règles du jeu, c'est vous allez choisir. Celui qui l'a acheté choisit en premier. Puis après, Non, ça c'est les règles de Board Game Area. Ah. Peut-être qu'ils ont changé, hein, mais logiquement c'est le joueur c'est le joueur qui lance qui choisit à tout le monde. Enfin, ce que j'avais lu. Ce que j'avais lu. Je me suis peut-être trompé, hein, ça peut m'arriver. Et sinon, voilà, ça c'est les effets immédiats. Alors, ces effets immédiats sont contrebalancés par le prix des cartes, qui sont de 1, 2, 3, 4. Alors là, il y a une espèce d'effet de système un C'est peu une à la c'est une pile. Small World, si tu préfères. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que celle qui est le plus à droite coûte le moins cher. Et tu peux mettre n'importe quelle ressource. Là, j'ai une critique à faire sur n'importe quelle ressource, on verra ça plus tard. Et du coup, quand tu as fini un tour, tu retasses tout vers la droite de sorte à ce que chaque carte paraisse intéressante au bout d'un moment, quoi. Voilà, ça c'était pour le coup et les effets immédiats. Et maintenant, il y a les effets en fin de partie. Et là, ça se regroupe en deux catégories. Les effets en fin de partie, un peu comme les guildes. Donc ceux-là, c'est les fonds sableux. C'est un peu comme les guildes dans Seven Wonders. Plus tu as de meeple, plus tu auras de points à la fin de partie, et c'est multiplié par un facteur. Est-ce que tu peux jouer aussi sur tes voisins? Non, il n'y a pas de jeu sur les voisins à ce niveau-là. Donc par exemple les meeples, le niveau d'agriculture ou le niveau d'outillage. Voilà, ça c'est les 3 grands facteurs. Ah non, il y a aussi le nombre de constructions.
Ça, c'est les 4 grands facteurs de cartes sur fond de plage, j'ai envie de dire. Et sinon, vous avez les cartes sur fond d'herbe, qui sont des niveaux de science, j'ai envie de dire. Par exemple, de culture. La poterie, les statuettes, tu vois. Et ça marche exactement comme Seven Wonders, enfin, à quelques différences près. Il faut en avoir le plus grand nombre possible. Et c'est non linéaire, je suppose. c'est le nombre multiplié par lui-même. Ok. Voilà. Et si tu en as 2 de la même truc, en fait, si tu en as en double, ça recommence une nouvelle suite. Enfin, une nouvelle suite. Et c'est tout. Donc, si tu as 7 objets de poterie différents, ça va te faire 7 x 7, 49, voilà. Objet de culture, parce que c'était à 7 poteries, bah t'as l'air bête. Ouais, et 7 différents. Je crois que t'as 9 x 2 en fait, c'est ça? T'as 9, T'en as 9. 9 différents Ouais. et en 2 En exemplaires. double exemplaire, ouais. Donc t'as 2 séries de 9 si t'arrives à collectionner. Mais je suis pas sûr qu'il y ait toutes les cartes en jeu aussi. Faudrait vérifier. Je sais plus. Bah, Je m'étais pas intéressé à la mise en place du plateau, mais il me semble que non. Voilà, tu dois bien avoir quand même les 3 quarts des cartes. Et comment tu termines alors le jeu? Et ben alors, on termine le jeu quand il n'y a plus de cartes civilisation. Dans ce cas-là, ça se termine immédiatement. Ou si pendant un tour, on révèle la dernière carte d'une construction. Alors les constructions, je vous ai pas dit, mais en fait c'est étalé en paquets de 7 et par nombre de joueurs. C'est-à-dire que s'il y a 4 joueurs, il y aura 4 paquets de 7. Et il n'y a que la première qui est visible. Voilà. Et quand il y en a un qui révèle la dernière d'une construction, qui la prend, le tour se finit et le jeu se finit. Ouais, dans tous les cas, tu vois quand c'est le dernier tour, au moment où quelqu'un achète la dernière carte d'un paquet. C'est ça. Ou alors, s'il n'y a plus de cartes civilisation, et dans ce cas-là, vu que les cartes civilisation c'est dans le début du truc, ça se finit immédiatement. Voilà. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est pareil en fait. Hein. Si quelqu'un achète la dernière du paquet que tu pourras pas repiocher au début du tour suivant, tu sais que c'est fini. Ouais, oui, on peut. Non, parce que s'il y en a 4 et qu'il n'y a plus de paquets. Bah, Ouais. il aura acheté. Oui. Voilà. Pas la Il y a ces dernière, cas-là, une des quoi. dernières. Quand tu peux plus refiler la pile, tu sais que ce sera fini. Et donc, Voilà, ton c'est avis ça. là-dessus? De quoi? Ton avis là-dessus? Enfin, déjà les points aussi. Au niveau des points, c'est. Vas-y. Enfin, après, on décompte les points, donc à savoir les habitations. Ouais, Et ensuite, on regarde tous les cartes combos. ouais. Et en général, En fin de partie, ouais. là, il y a à peu près moitié à peu près. Ah, je dirais même un tiers, 2 tiers, mais ça dépend beaucoup de la façon dont vous jouez. Ça dépend comment se déroule la partie en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce jeu, c'est que tu n'as pas de stratégie qui sera gagnante. T'as des stratégies qui vont gagner plus que d'autres. Non, tu pourras pas faire une stratégie à chaque partie qui gagne à chaque fois. Ça va dépendre comment se déroule le jeu, comment se jouent les autres adversaires. Ouais, non, honnêtement, sur la plupart des parties que j'ai jouées, il n'y a que 2 stratégies qui sont gagnantes. Ouais, Qui sont vraiment gagnantes. Hein. 2 stratégies, tu peux les bloquer les deux de toute façon. Donc, Elles sont comment les stratégies? Enfin, c'est quoi Alors, les stratégies que j'ai notées, c'est soit tu joues à fond sur sur 2 des 3 trucs qu'on peut avoir au village, et tu combattes en conséquence avec les cartes. Les cartes appropriées, hein. Donc on multiplie le nombre de paysans par le nombre de voilà quoi. si t'as beaucoup de paysans, points. t'achètes les cartes, beaucoup de paysans. Voilà, c'est ça. Donc ça marche très bien. C'est même le truc de base. Et l'autre, c'est tu fais de la construction et tu combattes avec les cartes construction. La science. La culture, parce que la science dans ce monde. Ouais, oui, voilà, c'est la Mais, culture. C'est un peu un truc C'est que tu très prends difficile à faire et tu se rapportes en pas assez. deuxième main, quoi. C'est en deuxième. Ouais, c'est si tu sais pas quoi faire. C'est un une deuxième tour, priorité, quoi. C'est ce que je reprocherais un peu à ce jeu, c'est qu'il n'est pas forcément équilibré au niveau des les cartes civilisation qui vous donnent des bonus en fin de partie. Ouais. C'est pas forcément proportionnel à l'effort que ça représente. Oui. En particulier les outils c'est très facile d'en avoir plein. Vous allez souvent faire ça et ça rapporte beaucoup plus de points
pour une difficulté égale, par exemple, Ouais. ça rapporte pas autant. Honnêtement, ça dépend comment tu joues dans le village. Que la population, par exemple. La population, ça te coûte 2 pions à chaque fois que tu veux en créer un. Oui, Et ça bouffe pas mal de nourriture. Les outils, ça coûte un mec à créer. oui, mais il y a un Et- truc à savoir, c'est que la population, tu commences à 5. Et c'est déjà 5 points de gagner sur tes cartes. Voilà. Bon, Après les outils, tu peux aller plus loin que 10. Donc déjà, en soi, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Franchement, ça dépend comment tu joues dans le village. Et tu joues en général comment les autres jouent aussi. Donc, c'est ça. bon. Et puis par rapport aux cartes qui tombent. Parce que, comme on a Ça dit, si tu as pas... Enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir un facteur 6 sur les villageois. C'est clair que je prends les villageois, quoi. Et le truc, c'est qu'il y a aussi les cartes qui tombent et quelle pile va s'épuiser en premier. Parce que peut-être que tu as envie de te faire ta collection d'objets culturels, mais Ouais. si les autres joueurs rushent les bâtiments et que les bâtiments s'épuisent avant les cartes civilisation, bah, il y aura eu 3 cartes civilisation achetées et bim. C'est les bâtiments qui vont jouer. Oui. Mais honnêtement, dans la plupart des parties, à 2 en tout cas, c'est plutôt les civilisations qui partent en premier. Contrairement à ce qu'on avait fait nous. Parce que comme je l'ai dit, vraiment, les cartes civilisation sont déséquilibrées à mon goût par rapport aux bâtiments. Sont plus puissantes. Ou alors tu prends vraiment l'optique de faire bâtiment pour gagner sur les civilisations qui sont associées, quoi. T'as un avis particulier? Faites attention à la nourriture. Non, alors sinon, je vais quand même terminer sur les problèmes que j'ai relevés sur ce jeu-là. Ça, c'est mon avis à moi. Les dés, c'est un jeu de dés, mine de rien. Si tu prévois un truc et que tu fais que des 1 sur tes dés et que t'as pas assez d'or pour faire ta carte ultra pétée, voilà. Ça met un peu d'aléatoire, mais pas tant que ça, dans le sens où Non. tu veux de l'or, tu charges à mort l'or avec plein de tous tes villageois. Ouais, mais Et après, tu peux prendre des risques. il c'est ça. suffit que... Ouais, voilà. Puis je sais pas pourquoi ils ont pas fait un système, t'envoies un paysan, tu récupères de nourriture, enfin une espèce de truc où... Pour pouvoir prendre justement des risques. Ouais. Si tu mets un pécor pour bloquer un gars. Enfin, c'est sûr qu'on a oublié de dire, mais la nourriture, elle compte pas sur les points finaux. aussi. Non, elle compte pas sur les points finaux. Alors que les ressources, elles comptent un point sur les points Tu te finaux. retrouves avec 15 de bouffe à la fin, bah c'est bête, mais il ne sert à rien. Bah, c'est passé pour Ouais. moi. Non, mais ça arrive souvent quand t'as 10 de champ, tu sais. Quand Ouais. t'as tout bloqué. Alors sinon, l'autre problème, c'est le syndrome du premier joueur, qui n'est pas spécialement équilibré. On voit que dans Seven Wonders, le premier joueur n'a pas la même or par rapport aux autres, hein. Ouais, là, le premier joueur a. Là, le premier joueur n'a pas de désavantage Ouais, particulier. Et je pense qu'il y a un petit avantage quand même. Même si il y a de quoi compenser, quoi. Parce que même si les 3 trucs du village sont pris, prendre le bois c'est vachement intéressant, ça En bloque fait, tout le monde. le truc que je dirais, c'est que ce jeu on voit vraiment les limites de l'équilibrage quand il se joue à 4. Ouais. À 4, c'est vraiment, il y aura des gros problèmes. Le premier jour aura un gros avantage, tu pourras bloquer plein de gens, tu pourras jamais faire ce que Ouais, tu veux. ouais, je suis d'accord. Alors qu'à 2, il se joue beaucoup mieux, je trouve. C'est À possible. 2, c'est beaucoup plus équilibré. Le premier joueur, on s'en fout. De toute façon, ça change un tour sur 2. Ouais. Voilà. Si je peux me permettre une petite idée personnelle, c'est par rapport à Seven Wonders, c'est beaucoup de mécaniques en commun. On fait beaucoup de comparaisons. En fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, Seven Wonders, tout le monde, tu vois les ressources de tout le monde. Là, les ressources, avant la fin du tour, tu veux pas savoir qui aura quoi. Ouais. Les acquis, tu les vois devant les gens à Seven Wonders. Là, c'est caché une fois que tu les as achetés. Donc tu peux pas savoir ce que les gens sont en train de préparer comme coup fouet. Il faut essayer de se rappeler ce qu'ils ont acheté, voir leur population pour essayer de deviner leur stratégie et les bloquer en conséquence. Là, tu peux. Hein, À tu peux Seven carrément- Wonders, d'ailleurs, quand tu veux bloquer quelqu'un, tu dois prendre une carte sur le deck qui va te passer devant. C'est-à-dire que tu vas peut-être t'handicaper toi. Ouais. À moins d'avoir la même stratégie que lui, ce qui est idiot à Seven Wonders. Alors que là, tu peux choisir une stratégie qui va bloquer un adversaire tout en alimentant la tienne. Par Ouais, exemple, oui, tout à fait. Donc moi c'est un jeu que je trouve franchement intéressant comme alternative à Seven Wonders, en particulier à 2. Franchement si vous jouez surtout à 2, préférez Stone Age. Et à plus par contre, ouais, là Seven Wonders sera plus équilibré. Bah, on va y venir. Moi on va y venir vite parce qu'on arrive à la fin. Donc, Oui, je je laisse termine. conclure. Alors, sur les problèmes, les 2 stratégies principales, je trouve qu'il n'y a pas tellement de variété. Ça, c'est mon avis, hein. Et je vais passer aux avantages qui est vraiment intéressant sur ce jeu. C'est la manipulation. Moi, je trouvais ça sympa. Enfin, c'est un jeu à la Caius, donc c'est forcément bien. L'interaction entre les joueurs, ça c'est juste génial, quoi. Pouvoir bloquer les gens beaucoup plus que dans un Dominion ou dans Bah, un. ça perd pas un tour. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis
Et puis voilà, c'est tout. Puis c'est un côté sympa. Vincent, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, je sais pas si t'avais donné ton avis. Non, je vois pas. Enfin, c'est vrai que peut-être au niveau des points, ça m'a un peu déçu. Enfin, qu'il y ait beaucoup trop de points d'un côté que de l'autre. Je trouvais que l'équilibrage n'était pas. Ouais, c'est la première partie, c'est toujours un peu le souk, mais ça prend vite quand même. Je pense que ça a le mérite d'être joué plusieurs fois. Sinon, Mais à deux, pas juste un problème sur, je vous avais dit, on peut payer avec n'importe quelle ressource. Il y a juste un gros abus, on prend que du bois, qui est la ressource la plus facile à prendre. C'est une strat, hein. C'est pas, Non, mais moi, tout le je monde peux fait pas ça. abuser, quoi. Tout le monde. Oui, bah oui. Ouais, Et après, coup. quand t'as besoin d'acheter des trucs en or, Bah ouais, mais t'as des cartes qui te convertissent, qui te donnent 2 ressources de n'importe quel truc. Donc tu payes 3 de bois pour gagner 2 d'or. pas souvent récolter de l'or, quoi. Mais ouais, non, mais carrément. Hein. Mm. Et vraiment, le bois, c'est. Bah voilà, je mets un truc de bois pour bloquer tout le monde sur le bois. Parce que ça fait chier, quoi. Et c'est ultra bien, quoi. Bah, à deux, justement, ça se voit pas. Parce que comme c'est chacun son tour le premier joueur, tu peux pas tout bloquer en un tour, quoi. Tu bloques sur un Non, truc oui, à la non, mais fois, tu et l'autre bloques. sur le truc, voilà. Du coup, tu bloques toujours un truc, quoi. Si le gars il prend la première carte la plus intéressante, toi tu bloques le bois. Du coup, il pourra peut-être même pas l'acheter la carte Ouais. parce qu'il avait prévu, etc. Je trouve ça C'est vraiment sympa. une Non, c'est bonne sympa. dynamique, une très bonne dynamique. C'est sympa, mais ça tourne trop autour du bois. Voilà, tu joues pas dans ton coin. Voilà, c'est ça que je trouve sympa par rapport à Ah d'autres oui, jeux. oui, là tu joues vraiment pas dans ton coin. Alors on espère que l'extension corrige tous les problèmes qu'on a. C'est pas vraiment le cas hein, d'après ce que j'ai lu. Moi, je vais mais pas le bon. chercher à le jouer à 4 de toute façon, donc je le jouerai qu'à 2. Donc voilà, et Voilà. peut-être qu'on aura, on arrivera à se décoter l'extension, à la critiquer dans un prochain podcast. Ok. Voilà. Bon, eh ben on verra au prochain podcast. Là, on va enchaîner sur une critique. Une chronocritique. Chronocritique, une micro-critique. Une micro, mettez Une tout speed pété. critique, voilà, c'est le drive de la chronique. Donc, je vais vite fait parler pendant 2-3 minutes de Rumble in the House, principalement, et son copain qui va avec, c'est Rumble in the Dungeon. Donc, c'est un jeu de Olivier Safre, illustré par Kwanchai Moriya, chez Flatline Games. Globalement, comment ça marche ? C'est un petit jeu, une petite boîte. Vous le trouvez aux alentours de une quinzaine d'euros maximum. Comment ça marche ? Rumble in the House, auquel j'ai au moins fait 10 parties en 20 minutes. Comment ça marche ? Tout bête. Vous sélectionnez au pif un des X personnages, vous le cachez. Vous mettez tous les autres personnages répartis dans une maison avec un damier de pièces. Et le but, c'est de survivre. Faites que votre personnage survive. Comment ça marche le jeu ? Vous avez 2 actions possible par tour, soit vous déplacez quelqu'un, soit vous faites un combat dans une pièce. Donc le plateau, c'est juste une série de pièces, toutes connectées, enfin la plupart toutes connectées, et vous pouvez jouer n'importe quel personnage ou n'importe quelle pièce. Donc durant votre tour, soit vous déplacez un personnage, pouf, soit vous faites un combat dans une pièce où il y a plus d'un personnage, et vous tuez un des deux. Voilà. Le but, ce sera qu'à la fin, quand il restera plus qu'une personne, ce soit vous. La personne que vous avez en cachet. D'accord. Globalement, voilà l'explication du jeu. Runbeliza. C'est pour ça que c'est des parties très courtes. Beaucoup de discutent pour savoir qui est qui, en fait. Vu qu'on bouge tous les personnages, on a accès à n'importe qui. Et tout va se faire dans est-ce que je regarde mon personnage, beaucoup de bluff, beaucoup de parlotte pour dire mais non, mais pourquoi tu déplaces ton personnage alors que c'est pas lui qui se déplace, pourquoi tu fais ce combat là comme ça, et ainsi de suite. Tu joues, qu'importe que ton personnage soit mort ou pas à la fin. Voilà, si ton personnage meurt, tu continues de jouer, hein, tu continues de déplacer les trucs, taper, et ainsi de suite. Et donc c'est très fun comme jeu, la mécanique est toute bête, vous pouvez jouer avec n'importe qui, vous pouvez enchaîner les parties, c'est l'intérêt quand même, assez vite parce qu'une partie en elle-même dure 2 minutes 30, 3 minutes quoi, donc autant y aller. Rumble in the Dungeon, c'est la même chose, sauf qu'il y a un petit truc en plus, que j'ai pas joué donc je peux pas dire, voilà, mais vous mettez en place le donjon un peu différent. La maison, c'est vraiment, vous mettez les tuiles et pouf, c'est fait. Le donjon, c'est un peu moins linéaire, les tuiles. Voilà. Donc c'est un jeu qui est plus profond qu'il n'y paraît, où en fait vous allez réussir à gagner si vous trouvez qui est qui. Voilà.
Parce que le problème, c'est la vengeance. C'est qu'on peut arriver à protéger son perso lors de la première attaque parce qu'on le fait gagner automatiquement. Oui. Mais ensuite, l'autre voudra essayer de te pourrir. Ah, mais c'est ça. Hein. Tu vois que sur un combat, t'as laissé un des deux, on pense directement que c'est toi qui joues un des deux. Voilà. Que le but c'est peut-être plus de pas faire combattre ton gars sur deux. Oui, mais c'est ça. C'est en fait, en gros, c'est tu vois que ton gars il est loin, tu le regardes pas parce que sinon on comprend directement que c'est ton personnage. Et Tout le monde y joue avec des lunettes de poker là, en mode poker face. Mais il y a des jeux qui sont sur ce principe-là, des jeux vidéo, je parle. ouais, bah, Et puis d'ailleurs. Greg Morta. Il y a une édition de Greg Morta qui est comme ça, où en gros on a un petit butin et tu peux manipuler tous les petits lutins. Oui, mais on avait parlé de Kraga Morta. Vu que c'est un jeu que tu critiques, je me permets d'avoir quelques doutes. Ça ressemble à quoi le Cara Design? Il y a des C'est tentacules. très très mignon. Et vous jouez des petits chats ou alors des gros méchants avec des gros lance-flammes. Non, mais c'est vraiment c'est des monstres, hein, donc oui, c'est de la culture populaire. Le fait que la nationalité de l'illustrateur indique peut-être son style d'illustration. C'est japonais en fait. Ouais, c'est très asiatique. Tentacules. Donc voilà, Tentacules. en partie Comment très il a rapide, c'est snipé, mieux, et quoi. c'est toujours mieux que Alien Dice, Zombie Dice et compagnie. Voilà. Tout de suite. C'est tout, voilà. Et on peut passer à un vrai jeu. Ok, Enfin, donc petite vas-y. Pareil aussi, il me semble que j'ai joué à ce jeu et c'est pas un peu long la fin. Tu disais pour les deux Alors, derniers ça personnages. peut tourner en longueur quand il y a deux personnages. Oui, Voilà, mais ça va très vite. voilà. Ok, donc petit jeu, petite boîte, petite critique. Maintenant, gros jeu, grosse boîte, grosse critique. Peut-être gros chroniqueur, je ne sais pas si tu as pris du poids. Tu nous en parleras après l'émission et tu nous parles de Dune, Arnaud. Ok, bienvenue dans la dernière partie du podcast. On va parler d'un gros jeu et vieux. Bon, vieux. Voilà, donc Dune, si vous connaissez pas, c'est mal. Donc c'est sorti. Pas encore des cheveux blancs pourtant. C'était un roman dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui où le fils a repris le flow, etc. Bref, c'est tout un univers. Ça a donné lieu à plusieurs. Ça a donné lieu à du cross-média avec plusieurs adaptations, plus ou moins réussies. Comme d'habitude, il y en a des qui sont vraiment à chier. Heureusement, ça n'a pas été le cas du jeu de plateau. Par contre, malheureusement, le film a été réalisé par David Lynch. Voilà, donc Dune. Avec Bowie, hein, quand même, en plus. Ah, Non, c'est pas Bowie, c'est C'était ignoble. Sting. Alors, Pas trop. si vous cherchez d'où vient le terme troll dans le nom de l'émission, Voilà. Donc Dune sorti deux en, indices, ils sont de part et d'autre de moi la vidéo. en 1979, 10 ans après le premier tome, et réédition en 93. Donc, comme toutes les adaptations de Dune, on ne va considérer que le premier bouquin, là où tout le monde se met dessus, D'accord. parce que les suivants sont un petit peu trop obscurs, et voilà. Il n'y a pas de Boston. Ouais, en gros, c'est ça. C'est qu'ensuite, tu te dis, ouais, c'est trop bien cette maison. Ah, elle se combattre contre cette famille et tout. Bah non, c'est comme dans Game of Thrones. Dès le deuxième tome, il y a la moitié des personnages qui ont disparu. Et t'as les autres qui se font ressusciter. Spoiler. Donc, Il faut du jingle. je vais pas donner les informations de la boîte parce que la boîte dit entre 3 et 4 heures. Moi, je suis plutôt entre 3 et 6 heures. Ça dépend si on arrive à tuer les jeunes joueurs rapidement. Il conseille entre 3 et 6 joueurs. Je vous conseille 6 joueurs. Chaque personnage représente une famille, un ordre. Et en fait, ils ont vraiment un réel apport dans le jeu. Et sinon, le prix, en fait, le jeu est maintenant introuvable. Donc le prix varie entre 100 et 150 euros en enchère. Donc Sérieux si jamais vous avez l'occasion Mais de... où celui qu'on a laissé Enfin, 100 et 100, c'est en version française que tu parles. Je vais prendre un pied de biche. alors la 93, oui, c'est une version française. Dis pas ça, s'ils se font encore cambrioler, ça va être pour ta pomme. Donc le jeu a été créé par Mick Hull et plein d'autres gens, sorti aux éditions Descartes. Oui, Descartes, dans les années 80, c'était les gros jeux fat. Ah, tu vois, toi aussi tu parles de gros fat. Ouais. Donc, pour revenir au principe, en fait, on reprend la bataille d'Arrakis. Donc le principe, c'est qu'on a de la drogue. La drogue, c'est un petit peu comme du pétrole au XXe siècle, sauf que ça permet de faire plein d'autres trucs marrants, vachement liés à la technologie, au plaisir d'essence et surtout à la technologie. Alors on vous rappelle, c'est une critique d'Arnaud. Éloignez les enfants, ne prenez pas tout ce qu'il dit au pied de la lettre. Voilà, donc c'est une substance naturelle qui ne pousse que sur une seule planète dans l'univers. Donc forcément, il y a de la concurrence, car qui dit drogue dit cartel, dit famille. C'est pas les épices plutôt. Oui, On s'en oui. retrouve toujours là-dessus. La drogue s'appelle de l'épice, mais c'est comme lorsque tu fumes un joint et qu'on dit que c'est de l'herbe de Provence, faut le voir plutôt comme de l'héroïne. Non, parce qu'en gros, ça permet d'avoir des dons de préscience, de voyager dans l'espace, tu vois, donc c'est pas seulement un truc pour assaisonner ton riz.
Donc vous pouvez Pourquoi jouer. à chaque fois qu'on fait une critique, ça se termine comme ça. Donc vous pouvez jouer les gentils de l'histoire, les gentils Atreides, les Harkonnen qui sont fourbes et machiavéliques, l'empereur qui se charge d'arbitrer et de tuer le survivant, la guilde qui récupère des pots de vin sur tous les allers-retours. Grosso modo, c'est les opportunistes. Les Fremen qui sont les habitants naturels de Dune et qui au final gagnent toujours. Et le Bene Gesserit, en fait c'est comme les chevaliers Jedi, ils sont pas nombreux, ils sont super forts et ils ont des coupes de cheveux à la con. Voilà. Donc, en fait, ça m'a assez surpris parce que les règles sont pas très très longues, ça tient une dizaine de pages. Donc pour un jeu de plusieurs heures, je trouve que c'est un exploit. Elles sont cependant très mal écrites. Très. En fait, c'est l'ordre des paragraphes qui est totalement foireux. C'est dans le sens où tu vas aborder un thème, genre la préparation du jeu de plateau, et tu vas essayer de retrouver ça dans tous les paragraphes. Les règles ont été réécrites par 2-3 aficionados. Ça donne un truc. Refais-moi ce terme. 2-3 aficionados. D'accord, merci. Ça donne un truc qui est beaucoup plus digeste. En fait, on arrive à grouper les règles par champ sémantique. Genre, si je suis Atreide, c'est quoi mes pouvoirs spéciaux ? Ben voici, ça en 10 lignes. Tu peux faire ça, ça et ça. Donc, en gros, si vous y jouez, je vous conseille de chercher sur internet les règles réécrites. T'as oublié de dire aussi que c'est 3 à 6 heures avec que le jeu de base ou parce qu'il y a des extensions dans le jeu non, il y a pas des... Non, en fait, il y a des règles optionnelles qui ont tendance à raccourcir le jeu, à le rendre beaucoup plus bourrin, mais on reste sur ce même ordre de temps. D'accord. Oui, donc justement, je parlais des règles et j'ai été surpris, c'est il y a une phase préparatoire du jeu que je n'ai pas retrouvée dans les règles, donc je vais décrire. Donc peut-être que je me suis planté pendant plusieurs dizaines de parties. Mais d'après mes souvenirs, c'était quand même écrit quelque part. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va être sur un plateau de jeu un petit peu comme à la Risk, sauf que ça ressemble plus à un planisphère avec des zones désertiques. Et les gens vont placer des pions qui vont représenter leurs armées. Ils vont essayer de déplacer ces pions pour récupérer de l'épice qui popera un petit peu partout sur le territoire. Ces armées vont s'affronter parce que quand il y a de la richesse, c'est pas drôle de la partager avec son voisin. Et au final, le but ce sera d'occuper des forteresses qui sont dispatchées un petit peu partout sur la carte. Voilà, ça c'est le concept de base. Donc on a de l'épice qui va servir de monnaie dans le jeu pour acheter des cartes et des troupes. Et donc la première partie du jeu consiste à répartir cette épice. Donc on va faire un truc. Comme j'ai parlé de Runta il y a environ un mois, on va faire une distribution à la Runta. C'est-à-dire que l'empereur va rassembler les familles, va dire écoutez, vous allez vous battre pour Dune, je vais vous distribuer la récolte du jour. Donc là, il pioche 2-3 cartes qui correspondent en fait, qui sont il y a des numéros dessus, ça correspond à la récolte d'épices. Il la regarde. Le total, c'est 24. Je donne un exemple. Et il dit bon, la récolte de cette année est assez mauvaise, elle est de 15. Et là, il va refiler les cartes. Et face cachée, enfilée à plusieurs personnes. Il y a des cartes avec une somme nulle, histoire de bluffer. Là, les gens vont regarder leurs cartes, vont dire « Ah, j'ai reçu 3. Ah, j'ai reçu que dalle. Ah, j'ai reçu 10. » Et vont en voter, face cachée ou pas, s'ils approuvent ou non ce budget. C'est là que ça devient drôle. C'est que si le budget est accepté à la majorité absolue, ceux qui ont voté pour « Président, t'es trop un mec cool », eh ben, ils gardent leur budget. Ceux qui ont voté contre, en fait, ils font comme les écologistes au gouvernement, ils se cassent. Non, en fait, ils prennent le budget, ils font tu me donnes 2, c'est pas assez, je refuse. Majorité absolue, ben, les 2 d'épices que tu as refusées, elles vont aller à la personne qui les a distribuées au départ, donc au président. Il va te dire merci. Et voilà. Et donc l'idée, c'est arriver à s'aligner la moitié de la population, mais plutôt la moitié inférieure à 49%, histoire de récupérer leur épice et de se mettre bien avec les autres. Mais pas de se mettre trop bien parce que c'est une phase préparatoire, donc il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit trop puissant. Le problème, c'est que si la majorité n'est pas atteinte, eh ben, on peut changer de président. Donc là, il y a une sorte de petite révolution qui se met. Grognonieux. Et on va voir, donc le président va venir et dire « Tu nous as menti sur le montant de l'épice. Ce n'était pas 15. » Et le président, le doigt sur la couture du pantalon, va dire « Non, je ne vous ai pas menti. » Donc 2 cas de figure. Soit le président n'a pas menti sur le montant total et donc il a bien redistribué la totalité de l'épice. Et dans ce cas-là, on garde cette distribution et ceux qui ont voté contre n'ont rien du tout. Soit il a menti ne serait-ce que d'un
dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il peut-être qu'il a voulu se faire des potes, il a pris de sa réserve personnelle, et dans ce cas-là, on change de président. Donc on fait ça quelques fois, histoire que tout le monde ait un pécule d'épices de base. Ensuite, en fonction des races choisies, on rajoute le pécule d'épices standard, les troupes standards, et on peut commencer à jouer. Alors, les troupes, il y en a deux parties en fait. Il faut imaginer que c'est la conquête d'une planète. Donc, de base, vos troupes, elles sont en orbite planétaire, elles sont loin. Mais parfois, vous en avez à peu près sur la table. Alors donc ça correspond à peu près à l'histoire. Donc par exemple, les Atreides, ils vont en avoir un petit peu dans la ville d'Arakin, la capitale. Les Harkonnen, ils vont en avoir un petit peu au niveau de Carthage, qui est aussi leur capitale. Les Fremen, ils seront tous sur la planète parce que c'est un petit peu les natifs américains. Non, sauf qu'ils survivent à la fin. Voilà, et ainsi de suite. La guilde et l'empereur, vu qu'ils sont loin, tout sera sur orbite. Et donc bien sûr, lorsqu'ils voudront interagir sur le terrain, il faudra qu'ils payent à la guilde, au taxi, le fait de pouvoir transférer leurs troupes sur le terrain. Voilà. Donc le jeu se divise en plusieurs étapes, c'est très simple. Donc on va dire les étapes environnementales, déplacement de la tempête, popage de l'épice sur le terrain. Ensuite, on fait des enchères pour récupérer des cartes de jeu. On fait la résurrection, le mouvement des troupes. On résout les batailles lorsque plusieurs troupes sont au même endroit. Et au final, on récolte l'épice avec les troupes survivantes. Donc c'est super simple. Est-ce que dans l'assistance, ça vous rappelle les petits souvenirs? Lointain. Oh. Donc on va rentrer dans les détails. Alors, donc c'est simple. La tempête, en fait, il y a deux joueurs. La tempête. La tempête, oui, parce que d'une, c'est un climat qui est très chaud et très hostile. Ouais, je me rappelle de la tempête. Donc en fait, à chaque tour de jeu, on va choisir deux joueurs. Donc en gros, je crois que c'est les deux joueurs les plus proches de la tempête, et qui vont donner deux chiffres. Un qui va être la direction de la tempête, et un autre qui va être le déplacement de la tempête. Et donc en fait, on va additionner ces deux chiffres, et ça va nous donner un angle et une distance. Genre vers azimut 18h et 3 cases. Bien sûr, en général, la personne qui est la plus proche de la tempête va dire non, je vais la déplacer que de 1. Et la personne qui est un petit peu plus loin va dire non, elle va t'arriver sur la gueule de 6. Donc forcément, elle arrive de 7. Et voilà, donc tout ce qui se prend la tempête meurt horriblement. Sauf bien sûr si t'es Fremen, parce que là, en fait, déjà, vu que tu as une combinaison qui te permet de recycler tes propres fluides corporels, la tempête, tu t'en fous un petit peu, donc tu perds que la moitié de tes mecs. Mais sinon, ça dévaste tout. Donc c'est un petit peu comme dans la vallée des mammouths, où tu as un troupeau de mammouths rangés qui circulent sur le plateau. Tu sais un petit peu les faces à cette phase. L'épice. En gros, tu vas tirer une carte de territoire, un petit peu comme un risque, et là, tu as de l'épice qui va popper sur ce territoire. Ce n'est pas un montant d'épices, c'est juste ce territoire possède de l'épice et ce serait cool d'y aller pour en récupérer. Des fois, tu vas pas avoir de chance et tu vas tomber sur une carte vert. Donc, si vous connaissez un petit peu le cycle d'une, le vert, en fait, il est intimement lié à l'épice. C'est une sorte de dérèglement de l'épice. Bref, il y a un cycle là-dedans. Et en gros, pour vous rappeler que la drogue, c'est mal. Voilà. Donc, c'est l'arme des matériaux. Il va virer toute l'épice qu'il y a sur le plateau. Et en plus, il va commencer à boulotter les gens. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a un nexus qui se crée. Donc, on peut choisir des alliances. Donc, les Harkonnen et les Atreides, ils vont pouvoir commencer à se faire des bisous et pouvoir gagner ensemble. Et surtout, on va attirer les cartes les unes après les autres jusqu'à avoir une autre carte d'épices. Ce qui veut dire que lorsqu'un vert apparaît, d'autres verts peuvent apparaître dans la partie. Bref, c'est moche. Et ensuite, on va faire les enchères des cartes. Donc, on a des cartes traîtrises qui servent à plein de choses que je détaillerai au niveau des batailles. Et, sauf qu'au lieu d'avoir ces cartes simplement, on va les mettre à prix avec de l'épice. Donc c'est une enchère toute bête, hein, c'est chacun son tour, on choisit, etc. Le tour change, bref, pas de surprise de ce côté-là, si ce n'est que ta moindre carte traîtrise peut te coûter extrêmement cher. Oui. Et vu comme elles sont utiles, elles coûtent cher. Et plus tu vas dans le jeu, plus elles coûteront cher parce que tout le monde commence à être pété de thunes. Ensuite, tu as la résurrection, parce que quand quelqu'un meurt, en fait, il ne meurt pas vraiment. Mais il y a un processus de résurrection qui s'appelle le Bene Telax, qui est très utile et qui permet de ressusciter les gens, donc les héros, les troupes, etc. Qui coûte bien sûr de l'épice. Et le déplacement, là c'est le parti un petit peu risque, si on pourra déplacer un ensemble de troupes d'un territoire à l'autre, territoire voisin.
Et à partir de là, on pourra créer des conflits. Bon, il y a 2-3 petites astuces de mouvement qui sont liées à l'emplacement sur la carte. Bon, il y a des petits bonus, mais bon, bref. Donc l'idée, en fait, c'est, vous voyez des pistes qui pop, ben, je vais aller là. Et je vais me déplacer de 1 par tour. Donc c'est une planification sur plusieurs tours. Sachant qu'entre durant le temps du voyage, en général, il y a une tempête ou un ver de terre qui vous tombe dessus. Voilà, c'est drôle. Quand c'est pas l'ennemi. Et là, donc, la bataille. Alors la bataille, c'est un petit peu le beau moment. Il me semble que les conditions de victoire sont particulières entre chaque clan. On a, de base, en fait, il y a 5 forteresses. Il faut en maîtriser 3 pour gagner. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il y a des races qui ont des conditions de victoire. De base, si personne ne gagne, la guilde gagne. D'accord. Bons opportunistes. En fait, la guilde, c'est un petit peu le marchand d'armes. Un peu les protos les gens sont bien mis dans sur la Starcraft, gueule. quoi. Si personne ne gagne, mais que les 2 sitches, donc en fait les forteresses des Fremen sont libres, les Fremen gagnent. Donc de base, c'est les Fremen, ils ont réussi à faire en sorte que personne n'altère leur joli climat écologique, un petit peu hostile, donc c'est cool. Et par contre, le Bene Gesserit a un petit peu la condition de victoire que j'appellerais la condition pupute. C'est-à-dire qu'en fait, le Bene Gesserit, au début de la partie, va dire ce joueur-là, moi, les Harkonnen, vont gagner au 4e tour. Donc un petit peu comme le turf, il note. Et si le Harkonnen gagne au 4e tour, ben, il y a le Bene Gesserit qui fait je l'avais prédit, je gagne à la place. C'est ça. C'était tellement bien ça. Voilà. Je reviendrai sur le Bene Gesserit si j'ai le temps, mais en fait, c'est la faction qui n'a pas vraiment de pouvoir, qui a un seul pouvoir qu'on appelle la voix. Et justement, pendant la bataille, c'est le Bene Gesserit peut te dire ce que tu peux faire ou ne peux pas faire. Et j'adore. Je vais venir. Alors en fait, dans ta bataille, tu as un petit truc, donc un petit cercle. Bref, tu vas choisir un leader qui va être en fait un bonus de force, un nombre de troupes que tu vas confronter, donc, qui est maximum le nombre de troupes que tu as sur le territoire en question. Et ensuite, tu vas mettre des cartes traîtrises. Typiquement, une carte traîtrise, ça va être un gilet en Kevlar, une dague empoisonnée, un laser, un bouclier, un petit assassin dans le dos. Ouais. En gros, soit une carte attaque, soit une carte défense, soit une carte pupute. Et le Bene Gesserit peut te dire ce tour-ci, j'aimerais bien que tu n'utilises pas de protection contre le poison. Bisous. C'est ça. Voilà. Et donc en fait, les 2 joueurs vont faire cette sélection face cachée. Donc il y a un petit écran de JDR pour ça, avec une roue et tout. Et en même temps, ils vont révéler. Et là, tu fais la somme du leader et de la force. Donc le gagnant ne perd que ce qu'il a engagé. Donc ça, en fait, ça défavorise les engagements. Ouais. Et le perdant perd tout, sauf son leader. Et ensuite, tu regardes les cartes traîtrises. Et en fait, le leader peut mourir. Ouais. Donc le Oui, leader... mais il ressuscite. Oui, non, ça te coûte de la thune. Comme les troupes, ça peut ressusciter aussi, mais ça te coûte de la thune. En fait, toute l'idée, c'est que le leader, t'es pas obligé de le tuer, mais ça te fait du bien, parce que ça handicape l'ennemi pour son combat suivant. Ouais. Voilà. Donc tu as au niveau de la... Ah oui, au niveau des leaders aussi, t'as de la traîtrise. C'est que chaque joueur va avoir un traître parmi les héros adverses. Et lorsque tu tombes sur ton traître, tu fais en fait, je gagne. Et si je fais une victoire totale et genre je perds rien, tu perds tout. Voilà. Ouais. Tu gardes tes cartes traîtrises. C'est-à-dire que le mec qui commence à poser des lasers, il va automatiquement tuer le leader en face. Il va commencer à devenir pénible. Et si jamais le mec en face lui met un bouclier, ça fait un petit effet las gun, bref, explosion nucléaire, rigolote. Voilà. Donc les batailles en général sont assez mortelles des 2 côtés, surtout quand tu as des troupes similaires qui vont se mettre sur la gueule. Et en général, les leaders, ça offre un différentiel, je crois que c'est entre 0 et 6. Et moi qui croyais naïvement que tu approchais de la fin, soudain, il retourne sa feuille de notes. Voilà. Oui. Ouais, donc en fait, je vais un petit peu donner mon avis. Ah oui, donc t'as un bouclier qui ressemble beaucoup à un bouclier de JDR. D'ailleurs, le matos s'y ressemble beaucoup. Les joueurs peuvent se faire des promesses, mais contrairement à Runta, ces promesses doivent être faites à voix haute. Genre, j'aimerais bien que tu me laisses gagner ou que tu me laisses récupérer cette épice tranquille. Et tu dois les tenir. Ouais. Mais bien sûr, tu peux mettre de l'épice dans le jeu. Genre, si tu me laisses conquérir ce sitch, je te donne 3 d'épices. Non, 4. Oh, allez. C'est un jeu qui nécessite vraiment 6 joueurs. Les rôles, j'ai pas eu le temps d'en parler. Pile, tu peux pas jouer à moins en plus. Tu peux jouer un petit peu moins, mais le problème c'est que tu as 6 profils. Et que si tu enlèves un profil, par exemple,
je sais pas, tu joues à 3 joueurs et tu as la guilde. Bah, la guilde, elle gagne de la thune à chaque fois qu'un joueur transfère un personnage. Du coup, Il gagne un petit peu moins. Et par exemple, le Harkonnen, il peut avoir 4 traîtres sur les 10 commandants ennemis. Ce qui fait que dans 40% des cas, il va arriver, il va dire j'ai gagné. Ok, d'accord. Donc non, en fait, ça c'est équilibré. Parce que chaque famille apporte vraiment une rôle et une richesse au jeu. La rejouabilité est assez énorme, parce que chaque famille a un style de jeu qui lui est propre. Ben, le Bene Gesserit il va être pupute, le Harkonnen va être très agressif, Atreid il est assez particulier. La guilde, elle va voir les gens se mettre sur la gueule et elle va compter les points. L'empereur à peu près pareil. Oui, ils vont essayer d'équilibrer aussi la guilde. Ah oui, bien sûr, en fait, mais On va essayer de faire. en tapant toujours sur le gagnant, C'est ça. histoire que tout le monde soit à C'est-à-dire niveau. que vu qu'ils gagnent à la fin. Voilà. Donc je trouve que c'est une bonne adaptation, avec une certaine rejouabilité. Et si jamais ça vous ennuie, genre au bout de 15 parties, c'est-à-dire que vous y avez passé environ 60-90 heures de votre temps, bref, ça commence à être un certain investissement, sachez qu'il existe des règles optionnelles, comme un bonus d'épices ou des règles de karama qui vont rajouter des forces des pouvoirs spéciaux aux forces en présence, et ça, on tombe vraiment dans l'affrontement de spécialistes. D'accord. Bon, de toute façon, c'est pas comme si on pouvait le retrouver facilement, ce jeu. Ok, donc c'est tout pour Dune. Je kiffe. C'est déjà bien, Je je me kiffe. doute. Voilà, il faut le jouer si on tombe dessus. Ça doit être intéressant si on a aussi beaucoup de temps devant soi. Bon, bah ça s'arrête là pour l'épisode numéro 57. Merci à tous pour vos critiques et vos avis. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao. Ciao. Au Salut. revoir. Ciao.